Bonjour, vous êtes ici au centre de la douleur du CHU de Montpellier. Donc, je suis le docteur Patrick Gignès, je travaille depuis 35 ans dans ce centre. Et je suis Caterina Régis, infirmière ressources douleur et je travaille ici depuis maintenant 20 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste finalement cette notion de pluriprofessionnalité dans les centres de la douleur? C'est vrai que comme les patients qui sont douloureux chroniques ont résisté à la prise en charge d'une seule discipline ou d'un seul praticien, il faut avoir plusieurs regards, plusieurs intelligences pour mieux comprendre ce qu'est le problème de ce patient douloureux chronique. Alors vous avez vu combien les consultations infirmières sont déjà une première approche qui est intéressante parce qu'elle n'a pas la prérogative d'une puissance médicale obligatoirement efficace. Et donc le patient se trouve à un niveau où la compréhension est meilleure. Et les 2000 consultations infirmières qu'on a avec Mme Régis sont très importantes pour aider le patient à ce changement de regard sur son problème. Ce problème, il doit être vu par des disciplines différentes de médecine. Ces disciplines, ça s'appelle la pluridisciplinarité sur un problème d'un patient résistant au soulagement habituel. Ces disciplines, ce n'est pas de mettre bout à bout le neurologue, le psychiatre, le rhumato ou le gastro-entérologue. C'est que chacun des intervenants dans les structures de douleur doit avoir une compréhension de ce qu'est l'algologie, c'est-à-dire la prise en charge de ces patients rebelles. Et pour être efficace, il ne faut pas mettre bout à bout, comme un tribunal, devant le patient, ces différentes disciplines. Il faut les faire interpénétrer. Il faut arriver à ce que la discipline qui a donné naissance à la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu comme compétent, comprenne aussi les disciplines connexes. Le rhumato doit connaître pas mal de la neurologie dans les séquelles des douleurs opérées du dos. Le gastro-entérologue doit connaître l'influence sur les problèmes digestifs qui vont parasiter peut-être les notions de fonctionnement lombaire. Le neurologue doit peut-être connaître, bien sûr, très bien comme il le fait la migraine, mais comprendre les éléments existentiels qui ont poussé à pérenniser cette migraine au point de résister au traitement classique de la migraine. C'est donc une fusion des disciplines, et ce n'est pas une mise bout à bout. C'est ça qui fait en fait le succès éventuel, et le succès ne se mesure pas à l'amélioration immédiate, il se mesure à la façon dont le patient réveille cet auto-pouvoir de guérison. Auto-pouvoir de guérison. Et c'est ce facteur-là qui va être déterminant dans la prise en charge des patients douloureux chroniques. Il n'y a pas qu'une seule explication de cette résistance au soulagement. Il y en a plusieurs. Et dans ce sens, il faut que les professionnels soient attentifs à une manière d'exposer le problème du patient qui va être nouvelle par rapport à la façon dont ils ont été pris en charge auparavant et qui a mené à un échec. Donc il faut reproduire dans la forme une nouvelle façon d'écoute du patient. Cette écoute, on va l'appeler empathie. Mais elle est réfléchie, elle est construite, elle est réelle. Et là, les infirmières ont cette force de pouvoir être plus à même de la partager avec le patient. Caterina, qu'est-ce que tu entends par la spécificité pour toi de l'écoute des patients douloureux chroniques dans la consultation infirmière? Alors, on est amené à rencontrer des patients douloureux chroniques qui nous sont adressés généralement par les médecins ergologues du centre, parfois par des médecins spécialistes de ville. Dans nos consultations infirmières, on accueille les patients pour plusieurs soins qui peuvent nous être prescrits ou des soins qui relèvent de notre rôle propre. Nous avons comme particularité dans notre centre de faire de la mésothérapie en perfusion lente. Nous mettons également en place des appareils de neurostimulation transcutanée. Nous faisons de l'hypnoanalgésie, des massages, de la relaxation, des soins non médicamenteux qui demandent aux professionnels infirmières d'être formés à des formations bien spécifiques. La chose primordiale quand on accueille pour la première fois un patient douloureux chronique, c'est tout d'abord de savoir le rencontrer, de savoir l'accueillir, l'entendre, se montrer disponible et surtout accueillir sa plainte douloureuse. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ces patients douloureux chroniques ne se sentent pas entendus dans leur souffrance, dans leur douleur. Donc la première étape va être de créer cette alliance thérapeutique de façon à mettre le patient au même niveau, de façon à ce qu'on puisse évaluer en première intention ses attentes. On appelait nos services et nos centres des centres antidouleurs avec ces représentations pour les patients que sous la terminologie antidouleur, il fallait éradiquer complètement la douleur. Comme vous l'a expliqué Patrick Gignès, ce n'est pas tout à fait de cette façon que nous procédons. Donc il est important d'évaluer les attentes des patients pour les recadrer et surtout d'évaluer ses besoins pour se mettre en accord avec un objectif de soins commun. Ce nouveau contrat, il peut se faire que parce que les infirmières ont souvent apprécié déjà que le patient a repris une certaine confiance dans l'équipe médicale.
Cette confiance a été pendant des années rompue parce qu'il n'y a pas eu de succès dans le soulagement. Mais il faut passer par ce retour à la confiance pour avoir une capacité chez le patient d'un contrat qui, sur la durée, pourra être suivi. Nos consultations sont avec des espacements de temps, des fois de 1 mois à 6 mois. Donc il faut que la consultation soit densifiée. Et le travail qu'a fait la consultation infirmière a permis de retrouver une confiance. Cette confiance, elle est passée par l'empathie, mais elle passera aussi par une façon de donner au patient le rôle majeur. Et c'est compliqué de faire passer de la responsabilité des équipes médicales pour soulager les gens à la responsabilité du patient et de son entourage pour sortir de cet enfer qu'est la douleur chronique. Ça, c'est un travail complexe et qui ne se fait pas en quelques séances. Il faut parfois des mois, voire des années. Mais le profit de cette prise en charge nouvelle, c'est que le patient a une moins grande capacité à parasiter l'entourage familial de la douleur chronique. Un patient de douleur chronique est un patient qui perturbe énormément sa famille. Bien sûr, il perturbe aussi la société avec la place de travail qu'il ne peut plus assumer. Et il perturbe aussi la sécurité sociale parce qu'il est un super consommateur de soins, sans aucune efficacité réelle du système de santé. Donc vous voyez combien les centres de la douleur ont un rôle aussi économique, en même temps qu'un rôle empathique et éthique pour améliorer les gens, et un rôle de prévention pour pas que l'entourage du douloureux chronique soit autant affecté qu'il l'était auparavant. Cette façon de modifier la demande du patient, qui est passée par les 2000 consultations infirmières, passera aussi par une médecine qu'on appelle intégrative. C'est-à-dire que pour redonner cette confiance, pour redonner les nouvelles connexions dans le cerveau qui vont pouvoir réactiver ses propres systèmes antidouleurs, il faut souvent des techniques de médiation, les massages relationnels, les techniques de sophrologie, de relaxation, les techniques de groupe de parole, les techniques d'acupuncture, comme on a dit, parfois d'ostéopathie, mais intégrées et pas uniques. Ce n'est pas une seule manipulation qui peut modifier les choses. C'est quand on a mis bout à bout une façon plus synergique de ces médecines-là. Au Centre de la douleur Montpellier, on a la chance d'avoir pas seulement des techniques, quelques infiltrations, quelques techniques un peu exceptionnelles que les centres antidouleurs aiment bien développer. On a surtout cette notion de consultation intégrée à une journée d'hospitalisation, dans laquelle le patient verra sur quelques mois, à chaque rencontre, espacée de 3 mois, un psychologue, un médecin algologue ou psychosomaticien, une infirmière qui proposera ou relaxation ou éducation thérapeutique. Le mot majeur actuellement, c'est l'éducation thérapeutique. Il sous-tend un peu tout ce que nous disons dans cette vidéo. Le patient ainsi pourra doucement maturer sa plainte, comme on dit, c'est-à-dire retrouver la capacité de la mieux gérer. Le centre antidouleur possède aussi, s'il est assez pourvu en capacité financière, des lits d'hospitalisation. Nous avons la chance d'avoir 8 lits d'hospitalisation qui, sur une semaine, vont faire travailler le patient de façon plus intensive avec l'aide des infirmières pour qu'il ait une espèce de coaching et qu'à la fin de la semaine, il est beaucoup plus compris par la synergie de plusieurs approches, la façon de lui-même s'auto-guérir. C'est cette expérience que nous avons développée et qui est utile. Donc vous voyez combien les centres antidouleurs sont des structures assez complexes, lourdes à mettre en place, mais mal vécues, mal comprises, parce que nous gérons souvent l'échec des disciplines qui ont été proposées aux patients auparavant. Et si vous avez le projet, après toutes ces explications, de créer, de développer une structure douleur, que vous vous posez encore des questions, vous pouvez télécharger sur Internet ce fascicule qui explique comment organiser, comment développer une structure douleur. Et nous vous remercions de votre attention. Merci, et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi écouter d'autres vidéos sur la maladie douloureuse chronique et sur l'utilisation et la pratique des neurostimulations transcutanées.